Fermez les yeux. Imaginez l'endroit que vous aimez le plus au monde. Ou peut-être plutôt, imaginez l'endroit que vous appelez la maison. Visualisez votre famille, vos amis. Sentez l'odeur du pain grillé et du café le matin. Entendez le chant des oiseaux. Cet endroit, pour moi, il se situe dans le Tarn. J'ai une maison, un petit potager, un petit verger. Eh bien, sachez que ma maison, ainsi que tous les endroits que vous êtes en train de visualiser en ce moment, seront, d'une façon ou d'une autre, impactés par la fonte des glaces. Que ce soit les glaces de l'Arctique, que ce soit les glaces de l'Antarctique, ou que ce soit les glaces des montagnes. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je l'avoue, il a presque fallu que j'attende la fin de ma thèse pour comprendre à quel point les régions polaires sont importantes pour nos sociétés. Pourtant, je me rappelle très bien de mon directeur de thèse, accoudé au bastingage de l'Astrolabe, ce navire polaire qui nous emmenait en Antarctique, me parlait du paysage qu'on avait autour de nous. Il me parlait de cette banquise qui, le soir venu, se reformait à la surface de l'eau, comme une croûte de sel à la surface d'un marais salant. Il m'expliquait que cette banquise était extrêmement importante pour créer de l'eau de fond, de l'eau lourde et dense qui va plonger dans les profondeurs des océans et mettre en mouvement l'ensemble des courants à la surface du globe. D'ailleurs, savez-vous que la banquise arctique permet en partie de créer le Gulf Stream ? Je me rappelle survoler la calotte antarctique, cette énorme épaisseur de glace qui peut atteindre 4 km à certains endroits. Observer ces glaciers qui descendaient des côtes, puis flottaient sur l'eau comme des plateformes, se fracturer sous l'effet de la houle, former des icebergs. Si l'ensemble de la glace que j'avais sous les yeux fondait, le niveau marin augmentait de 60 mètres. D'ailleurs, le laboratoire pour lequel je travaillais à l'époque venait de publier la toute première carte topographique du continent situé sous la calotte. Je pense que c'est la beauté de ces régions polaires qui me faisait oublier à quel point elles étaient importantes pour nos sociétés. Et il a fallu que j'attende la fin de ma thèse pour que les paroles de mon professeur deviennent concrètes. Le destin de nos sociétés est complètement lié à celui des régions polaires. Comment est-ce que j'en suis venue à la glaciologie ? J'avoue, c'est un petit peu le fruit du hasard. Étudiante, j'entendais parler de cette grande menace qu'est le changement climatique, quelque chose qui me paraissait lointain mais important. C'est donc le sujet que j'ai choisi pour mes études. Comment est-ce que j'en suis venue à travailler sur le froid ? Je voulais travailler sur les déserts, qu'ils soient chauds ou froids. Le hasard d'un stage a voulu que je m'intéresse à l'Antarctique. Lorsque j'ai commencé ma thèse, le contexte n'était pas très propice à la transition écologique. La moitié du temps, on me demandait si c'était vrai ce qu'on disait sur la fonte des glaces, sur le climat. L'autre moitié, on ne savait même pas que le climat fondait. Moi-même, je travaillais sur le vélage des icebergs en Antarctique de l'Est, c'est-à-dire tous les processus par lesquels un glacier va se fracturer et former un iceberg. Je travaillais dans une partie de l'Antarctique qui était totalement indemne du changement climatique à l'époque, en me plaçant là finalement en vigie, prête à suivre les premiers changements. La période que nous vivons aujourd'hui me rappelle étrangement celle de la chasse à la baleine. Vous savez, cette période dans l'histoire où on chassait les baleines pour récupérer leur graisse et permettre l'éclairage public. On a commencé à chasser les baleines dans le Pays basque, puis en Arctique, puis en Antarctique et enfin en haute mer, jusqu'à finalement presque les éradiquer. Il a fallu qu'on ait perdu presque toutes nos baleines pour réagir. Mais tant que le profit était là, la quête de graisse de baleine continuait sans relâche et sans réflexion sur ses conséquences. Qu'est-ce qui nous manquait il y a 30 ans, 20 ans ou même 10 ans pour amorcer cette transition écologique ? En tant que scientifique, j'étais persuadée qu'il nous fallait plus d'éducation au changement climatique. Il fallait que les scientifiques sortent de leur laboratoire, qui parlent de leurs sujets d'étude, de leurs enjeux, et il fallait que les journalistes et médias s'emparent du sujet derrière.
Moi-même, j'ai pris part à cette ambition après 10 ans de recherche en rejoignant un centre UNESCO d'éducation au changement climatique. J'ai commencé à travailler sur la réforme des programmes scolaires, notamment dans les pays en développement. J'ai commencé à faire des conférences pour le grand public, pour les entreprises. Mais le monde était plus difficile à bouger que je ne pensais. Et finalement, je crois que le quotidien rattrapait rapidement les personnes que j'avais en face de moi. Le changement climatique étant trop lointain, trop irréel, peut-être un peu trop désagréable aussi. Puis, 2015 est arrivé, avec 1 degré de réchauffement. Je me rappelle très bien, je suis au Svalbard, sur un bateau, direction le glacier de Monaco. Ce glacier, je connais très bien, je l'ai visité pendant des années. La carte de la région sur les genoux, je cherche en face de moi ce glacier qui descend des sommets en Toblerone. Eh bien, il a tellement reculé que je ne le reconnais pas. Il forme maintenant 2 fleuves de glace dont l'un des 2 n'a pas encore été nommé. Et je n'en crois pas mes yeux. 2015, alors que la France est encore préservée des vagues de chaleur, l'Arctique se réchauffe déjà 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde. En 2022, on s'est pris le changement climatique en pleine face. Tous les scientifiques vous le diront, il est arrivé bien plus vite qu'on ne le pensait. Et ces impacts sont bien plus forts à des niveaux de réchauffement plus faibles qu'on ne l'imaginait. Aujourd'hui, si l'accord de Paris devait être signé, les 2 degrés ne seraient pas mentionnés et encore moins acceptés. Ma positivité, à laquelle je me suis toujours attachée pendant des années, a été réellement affrontée il y a quelques mois lorsque cette étude est sortie. J'ai appris que l'ouest de l'Antarctique, donc tout un bassin de cette calotte, qui fait quand même 25 fois la surface de la France, est condamné. Cette partie-là va partir de façon irréversible vers les océans en augmentant le niveau marin de 5 mètres, qu'importe le scénario d'émission que l'on va suivre, même le plus optimiste. C'est encore un petit peu difficile pour moi d'accepter ça. Le changement climatique est en train de métamorphoser notre planète, avec des conséquences globales. Aujourd'hui, un océan acidifié par la hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère met entre 30 et 70 000 ans à revenir à un niveau d'acidité normal. Une Terre à 2 degrés de réchauffement, c'est une Terre sans coraux, 2 degrés étant l'accord de Paris. Une Terre à 2 degrés de réchauffement, c'est une Terre sans glaciers, sauf peut-être quelques-uns qui vont subsister dans les régions polaires. Aujourd'hui, 80% de la production agricole aux États-Unis dépend des chutes de neige. 2 milliards de personnes dépendent des glaciers de l'Hindu-Kush, Himalaya. Et qui accueillera le milliard de personnes déplacées par la hausse du niveau marin d'ici la fin du siècle, dans un contexte difficile où la sécurité alimentaire sera mise à mal, quand on connaît aujourd'hui les conséquences terribles du manque d'eau sur la géopolitique des pays. Pourtant, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous le dit, il est encore techniquement possible aujourd'hui de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Alors, où est-ce qu'on en est ? La bonne nouvelle, c'est que le monde se réveille enfin. En novembre dernier, j'ai eu l'honneur de participer à l'organisation du sommet sur les pôles qui a eu lieu à Paris et qui, pour la toute première fois, met les enjeux autour des régions polaires au plus haut niveau. Ensuite, j'ai été à Dubaï, pour la COP28, avec un texte qui ratifiait pour la première fois le début de la fin de l'ère des énergies fossiles. Je vous l'accorde, c'est vraiment timide. Mais pour la première fois, le climat est présent dans toutes les chaînes de télévision, il fait partie des programmes scolaires. Le monde se réveille enfin. Le travail remarquable des scientifiques, et notamment des auteurs GIEC, sortis de leur laboratoire face à l'absence de prise de conscience, a grandement accéléré le débat. Et puis, les prises de parole poignantes des militants écologistes a permis de faire passer ce sujet de second plan au niveau d'actualité. Et puis aussi, le climat, en nous frappant de plus en plus fort chaque été,
devient un peu le voisin gênant de tout le monde. Mais quel temps perdu! Avec le recul que j'ai en tant que scientifique, j'essaye d'analyser un peu quels ont été nos manquements passés et quels sont les manquements présents. Qu'est-ce qui fait que Claude Lorius, ce grand glaciologue qui a mis en évidence le changement climatique dans les années 80 en analysant des carottes de glace de l'Antarctique, n'a-t-il pas eu l'écoute à la hauteur de son message? Alors je vous l'ai dit, je suis persuadée qu'il y a eu un manque d'éducation à ces enjeux, un manque de travail aussi sur l'esprit critique. Aujourd'hui, donner tant d'importance à l'opinion de chaque individu ou chaque politicien, quand des milliers de scientifiques crient haut et fort le même message, est du sabotage. Nos biais cognitifs, bien analysés par les sociologues dans ce contexte de changement climatique, font que, personnellement, nous mettons en place des barrages pour éviter cette perte de contrôle sur l'avenir. Notre cerveau, en attaquant le message, et même souvent le messager, nous évite un petit peu cette information désagréable, dérangeante, mais ralentit énormément la prise de conscience. Et puis aussi, il y a la désinformation calculée de certains industriels qui feront tout pour éviter de bouleverser le monde qu'on connaît, la société, et donc de perdre leurs propres intérêts. Je ne m'appesantirai pas non plus sur le blocage de grands climato-sceptiques qui malheureusement ont eu beaucoup trop de crédit et beaucoup trop d'écoute. Pour finir sur les manquements, je pense qu'il y a eu aussi un manque de formation de nos décideurs politiques. Comment travailler sur un sujet si on ne le connaît pas et comment aussi comprendre les enjeux, ceux liés aux régions polaires, si on ne s'y intéresse pas. Et au final, comment accompagner chaque citoyen, chaque entreprise dans un changement radical de fonctionnement de vie, si l'État n'est pas là pour apporter des solutions qui sont à la hauteur des enjeux. Ce que j'aime chez les militants écologistes, mais aussi chez les chercheurs, c'est leur passion pour leur sujet d'étude. Le fait qu'ils cultivent cette petite étincelle d'un monde différent, d'un monde meilleur. Ils sont capables de se projeter dans l'avenir, dans un avenir plus juste, plus durable, plus ambitieux. Mon carburant à moi, c'est dans la beauté de ces régions polaires que je l'ai puisé. Aujourd'hui, il nous faut repenser notre rapport au monde. Il faut cultiver des narratifs positifs. Il faut arrêter de voir le futur comme quelque chose de négatif, comme une perte de liberté, mais le voir vraiment comme une opportunité. Et puis, il faut imaginer ce monde de demain et demander à nos décideurs politiques de l'imaginer avec nous. Les faire sortir de leur statut de gestionnaire de pays et de leur demander eux aussi de nouveau de se battre pour des idées avec courage et ambition. Il nous faut sortir de nos villes, il nous faut recultiver notre lien avec la nature, remettre les mains dans la terre, observer le cycle des saisons. C'est aujourd'hui en me promenant dans mon jardin que je comprends mieux que jamais le changement climatique. L'impact du manque d'eau, la vulnérabilité des êtres vivants, leur adaptabilité, ses limites, leur résilience. Il faut aussi de nouveau comprendre le coût carbone de chaque geste, de la fabrication de chaque aliment, de chaque objet. Avancer en ayant une conscience éclairée de notre impact. Et puis aussi, il nous faut légiférer. Il faut retirer du pouvoir à l'argent et le rendre aux vivants. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons cette opportunité de réfléchir ensemble à l'avenir que nous voulons, un avenir commun. Car jusqu'à présent, notre développement s'est toujours fait de manière totalement passive. Nous avons développé nos économies, nos sociétés, rendu cette croissance infinie. Profitons de ce défi pour travailler ensemble sur, par exemple, les objectifs de développement durable qui sont complètement en lien avec la lutte climatique. Faisons que sur cette terre, tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Faisons que sur cette terre, tout le monde puisse manger à sa faim. Car le changement climatique, c'est bien plus que juste réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais c'est bien revoir complètement notre rapport au monde. Au XXe siècle, les actions communes des humains ont permis la protection de la baleine.
Résultat, leur population ne s'est jamais aussi bien portée depuis le XVIe siècle. Alors n'attendons pas d'avoir tué la dernière baleine pour réagir. Chaque dixième de degré en moins compte, chaque baril de pétrole qui reste sous terre compte. La transition écologique, bien que complexe, sera toujours un avenir plus enviable que celui qui nous attend si nous ne faisons rien. Car cette fois-ci, c'est bien nous qui sommes au bout du harpon. Merci à tous.